voilà pour cette dernière thématique. Pascal, c'est votre tour si vous voulez réagir. Ma première réaction, ça serait peut-être de dire merci à tous ces collègues belges, canadiens et norvégiens, parce que je trouve que ce sont des choses fortes qui sont dites et dans lesquelles je me retrouve. Je vais peut-être revenir sur cette question du curseur que j'évoquais tout à l'heure pour tous les collectifs, pour toutes les communautés scolaires qui ont projet de faire évoluer conjointement, dans le même mouvement, les pédagogies et les espaces d'apprentissage. Parce que si, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas de déterminisme, on va pouvoir faciliter les choses par des espaces et signifier fortement des choses par des espaces. Donc d'un côté, on a simplement, comme je le disais, le réaménagement de la salle de classe. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, et on le voit bien avec la présentation d'Olivier et Clara, quelque chose qui remet en cause très très largement ce que j'appelle le modèle de la salle de classe, mais en tout cas cette logique qui est peut-être quadruple de la salle de classe, qui est celle de la transmission. Le sachant qui parle à ceux qui ne savent pas, entre guillemets, qui est celle de la surveillance, les alignements de table ont aussi ce sens-là, qui est celle de la hiérarchie, puisque ce n'est pas la même chose que d'être au premier rang et au dernier, et puis qui est celle aussi de la discipline, puisque généralement, dans une salle de classe, à un moment donné, on va enseigner une discipline scolaire. Et on voit bien à quel point leur proposition, mais je pourrais dire leur proposition au pluriel à tous ces collègues, remet en cause ces logiques-là. Et là, je crois qu'il n'y a pas de fatalité qui ferait que la France est un pays dans lequel on ne peut pas développer ce genre de projet. Moi, j'étais frappé à entendre Olivier et Clara et à voir les images qu'ils montraient de la ressemblance avec un travail de terrain que j'avais déjà évoqué, je crois que j'ai fait dans une école brésilienne à São Paulo. C'est une même logique qui consiste à défaire le modèle de la classe. Mais bien évidemment, ça change le rôle de l'enseignant, ça le rend un peu moins centré sur sa discipline, puisque parfois, on va avoir un prof de maths qui va répondre à un élève qui est en train de faire un exercice de français, qui va l'aider ou l'accompagner, donc ça change la posture du prof. Il y a toute cette dimension collaborative aussi que je trouve très intéressante entre les enseignants qui a été évoquée. On va avoir non pas une boîte qui s'appelle la classe avec un groupe d'élèves, un enseignant, une discipline, mais un collectif dans un espace au sein duquel les élèves vont mettre en œuvre leur projet et réaliser leur plan de travail. Et ce qu'on voit bien aussi, et c'est Olivier qui le disait, je crois, c'est que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un vrai projet, un vrai collectif et une communauté scolaire. Et moi, j'ajouterais même encore un élément qui, me semble-t-il, doit, c'est un peu volontariste ce que je vais dire là, mais doit absolument être développé dans la réflexion sur les espaces en France, c'est le collaboratif et la participation des élèves. Et je crois que là, c'est une espèce de révolution culturelle à effectuer. On ne peut pas, sans la communauté des enseignants qui vont s'inscrire collectivement dans un projet pédagogique, mais on ne peut pas non plus sans le regard des élèves qui peut être extrêmement enrichissant par rapport à ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Patrick, peut-être pour continuer. Oui, 2 points aussi qui, je crois, recoupent ce que vient de soulever Pascal. Les espaces scolaires, en général, quand les élèves y arrivent, ils sont déjà délimités. Il n'y a pas de négociation sur ce qui doit être fait ou pas, ou elle est en tout cas très faible. À mon avis, ce que nous montrent nos collègues et qui est tout à fait stimulant,
c'est qu'en allant dans d'autres espaces, ça pose différemment la question des relations entre les enseignants et les élèves et le savoir. Pour dire les choses rapidement, évidemment, à l'école, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la symétrique. Les enseignants en savent plus que les élèves, sinon ils ne seraient pas là. Je crois que si on sort de cette constatation, on ne peut plus discuter. Normalement, les enseignants doivent en savoir plus que les élèves, en tout cas sur les points du programme. Mais ce n'est pas parce qu'ils en savent plus qu'en tant que personnes humaines, ils ont une supériorité. Et il y a souvent des chevauchements de frontières qui s'opèrent, qui sont souvent dénoncés par les élèves, qui disent « On est tout à fait d'accord, monsieur, madame Untel, il en sait plus que nous. Ce n'est pas une raison pour nous mépriser, ce n'est pas une raison pour passer devant nous à la cantine, ce n'est pas une raison pour avoir le droit d'avoir un chapeau alors que je n'ai pas le droit d'avoir une casquette. » Voilà, il y a tous ces procès de justice qui sont faits souvent par les élèves de manière extrêmement pertinente d'ailleurs, parce qu'ils argumentent vraiment bien et ce qu'ils disent est en général pertinent. Et en gros, même s'ils ne le formalisent pas comme un philosophe politique, ils comprennent, enfin ils disent qu'entre la personne professionnelle de l'enseignant et l'être humain, c'est deux êtres d'une certaine façon, comme eux, en tant qu'élèves, en tant qu'enfants, en tant que jeunes. Et je me dis que lorsque vous allez sur d'autres espaces que les espaces consacrés, finalement, les adultes comme les jeunes sont confrontés à des épreuves uniques. Alors que dans la classe, ce n'est pas le cas. L'enseignant a été confronté à des épreuves quand il a passé ses examens il y a bien longtemps, et l'élève y est confronté aujourd'hui ou plus tard. Et ça fait des différences assez considérables qui peuvent induire des confusions et qui peuvent faire que les adultes puissent se comporter de façon méprisante ou que les élèves vont discréditer le savoir de la personne en moquant ses travers privés. Enfin, il y a toujours ce jeu de métier d'élève qui peut consister à discréditer le caractère académiquement supérieur de l'enseignant en disant oui, mais Dieu, lui, il est chauve, il a des lunettes, il a un orange, je ne sais quoi, tous ces trucs absolument classiques. Donc, le fait d'être dans des espaces différents fait que tout est un peu remis à plat. Alors, je ne dis pas que ça remet en question tout ce qui va se jouer dans la classe, mais en fait, c'est en tout cas des moments dans lesquels les uns et les autres se rendent compte que finalement, l'élève qu'on avait, ce n'est pas forcément celui qu'on croyait, qu'il a telle habileté qu'on n'avait pas perçue, ou bien l'élève va s'apercevoir que, eh bien, il se soucie de vous parce que vous avez froid aux pieds. Je trouve que ça finit remarquablement ce beau reportage. Le deuxième point, c'est sur la question du collectif. En effet, pour arriver à organiser ces choses-là, il faudrait vraisemblablement que les enseignants en France, en tout cas, aient une vision plus collective du métier. Et moi, j'ai été frappé, pour finir là-dessus, dans une dernière petite enquête que j'ai faite en profitant, entre guillemets, du confinement. On s'est rendu compte que les enseignants, dans les cas, en tout cas, sur lesquels on a enquêté, ont eux-mêmes pris conscience du besoin qu'ils avaient de leurs collègues, parce que ils ne savaient pas ce que devenaient les élèves. Et donc, il y a eu des coups de téléphone avec des 06 ou des 07 en France. Il y a des téléphones privés qui ont eu lieu, alors que jamais les enseignants n'appelaient les familles, rarement ils appelaient leurs propres collègues, pour savoir ce qui se passait, pour savoir d'abord si les gens étaient en bonne santé, vivants, tout simplement, on était dans une épreuve terrible, et pour savoir ensuite s'ils étaient décrocheurs ou pas, et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. Et certains, c'est en tout cas le cas de professeur principal en France, se sont dit maintenant je vois mon travail de professeur principal différemment, de manière plus collective, plus organisée, parce que je me rends compte que mon point de vue sur les élèves est un point de vue incomplet et que finalement, même si cette crise décuple un peu cette difficulté, à l'état ordinaire, elle est là et je ne connais pas mes élèves. Et pour finir là-dessus, notamment concernant la passation de consignes, beaucoup d'enseignants nous ont dit quand on donne des consignes du travail aux élèves là, dans la classe, de manière synchrone et dans un espace partagé, nous pensons qu'ils comprennent les consignes et nous sommes là pour donner quelques éclaircissements s'il y a besoin. Lorsque nous avons été à distance, c'est-à-dire dans l'asynchrone et dans le délocalisé, si je puis dire, nous avons dû faire des efforts considérables pour nous assurer que les consignes étaient comprises et nous nous sommes même demandé si dans la généralité des cas, elles l'étaient vraiment alors que nous pensons qu'elles le sont. Ça veut dire que ces désappropriations d'espace, elles sont intéressantes parce qu'elles remettent en cause beaucoup de soi qui font que la classe étant le cœur du réacteur, tout ce qui se passe est compris par les élèves parce qu'on est dans le lieu sacré. Eh ben non, les élèves, ils sont là, ils portent des vies sur leurs épaules, qui ne s'arrêtent pas à la frontière de la classe. Et voilà, moi, j'espère que la prochaine discussion entre nous, elle pourra avoir lieu sur le temps. je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. L'espace, c'est assez facile parce qu'on le voit. Le temps, c'est plus difficile parce qu'on ne le voit pas, mais je pense qu'il pèse et enfin voilà, c'est spatio-temporel pour dire les choses en un seul mot. Et à mon avis, apprendre ces deux choses en même temps. Désolé d'être un peu bavard. Non, c'est un plaisir de vous écouter, vous, comme
vous comme Pascal. Peut-être que pour terminer, parce qu'on a un peu dépassé le temps et on s'en excuse auprès des participants, mais Michel, Clara, Olivier, comment réagissez-vous à ces dernières paroles ou à ce dernier reportage sur la question de la posture de l'enseignant et puis à ce qu'ont pu en dire Patrick et Pascal? Si vous me permettez, Olivier, je vais conclure mon point, et Clara. Bref, vous avez mentionné, Patrick, tantôt quelque chose qui me fait mal au cœur, dans le fond, lorsque vous avez mentionné que ce serait une honte pour des élèves de le sens d'appartenance dans une école. Puis ça me touche à une corde sensible parce que pour nous, la clé de la réussite, c'est le bien-être de l'enfant et c'est tout l'encadrement scolaire. Et puis, c'est tout l'aspect de l'enfant, comment bien qu'il est, le sens d'appartenance. C'est large comme conversation. On pourrait définitivement en parler un peu plus profond. Pascal, vous aviez mentionné quelque chose tantôt, la clé de la réussite, la relation entre l'école et l'élève. Nous, quelque chose qu'on prône beaucoup, c'est un triangle, c'est la relation entre l'école, la famille et l'élève. Il y a des études qui démontrent que le plus que la famille est impliquée dans le cheminement scolaire de l'enfant, le mieux que l'enfant va, de plus belles réussites qu'il va avoir, le plus loin qu'il va aller dans son cheminement pédagogique. C'est quelque chose qu'on met beaucoup d'emphase, la relation entre l'école, la famille et l'élève. Dernier petit point, faire un retour qu'on avait mentionné tantôt sur la troisième présentation, je crois. Nous, on mesure les habiletés, les aptitudes. On a 7, en fait. On a l'utilisation du français qu'on mesure dans des contextes moins structurés. On a la fiabilité, l'autonomie, le sens de l'initiative, le sens de l'organisation, l'esprit de collaboration et l'autorégulation. Donc, non seulement qu'on mesure les matières, on mesure les habiletés et aptitudes afin de pouvoir cheminer avec l'enfant. Bref, j'aimerais remercier tout le monde. C'est très intéressant de voir les différents points de vue au travers de la planète. Mais dernière chose, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'enfant. Donc, c'est beau à voir que peu importe nos discussions, l'enfant, l'élève est au cœur de la conversation. On est sur la bonne piste. Merci beaucoup, Michel. Olivier, Clara? Oui, plein de choses intéressantes. C'est vrai que ce triangle, hein, famille, école, enfant, il est très, très important. Hein. Je pense que, comme on l'a très bien dit, on s'en est tous rendu compte. On parle de 0,6. En Belgique, ce sont des 0,4. Mais moi, je peux vous montrer mon téléphone. J'ai le numéro de téléphone de tous les parents de mes élèves. Je peux vous dire si les parents sont séparés, si parfois, s'il n'y a qu'un parent. On sait tout ça. On sait tout ça. Hein, on a une démarche de référent, d'accompagnement. Chaque enseignant pour cet atelier est référent de 4, 5, 6, 7 élèves, des référents qui sont choisis par les enfants. Hein, et le référent, en fait, si vous voulez, est vraiment le guide dans les apprentissages, dès qu'il y a un souci à la maison, dans l'accompagnement. Je pense que c'est très, très important. Si je peux dire un petit mot de conclusion, je voudrais dire que pour moi, l'enjeu, au-delà de tout ce que l'on a entendu ce soir, c'est réellement de pouvoir réussir à passionner l'enfant à quelque chose. Peu importe qu'il s'agisse d'un projet d'excursion, on a vu les compétences à travers les camps de survie qui sont développés, ce genre de choses, peu importe, mais il faut réussir à passionner l'enfant. Je pense qu'à partir du moment où on a réussi à passionner l'enfant de lui-même met en place toute une batterie de stratégies pour parvenir à s'informer, à se documenter. Et je pense que s'il réussit à faire ça pour un domaine, on lui a réussi à apprendre toute sa vie et il continuera à le faire de façon naturelle. Et je pense que l'enjeu, il est réellement là. On a beaucoup parlé de sentiment d'appartenance, mais je pense qu'à travers les projets que l'on mène, hein, c'est quelque chose que l'on essaye, je ne peux pas dire qu'on réussit à chaque fois, mais c'est ce souci de réussir à passionner. Et à partir du moment où ils sont passionnés, ils viennent et ils ont envie de donner et ça se passe relativement bien. Et je pense que c'est dans ce sens-là, hein, que le métier d'enseignant est le plus beau métier du monde. Merci beaucoup. Un très grand merci à vous pour ces deux discours, ces deux conclusions
engagés, Michel, Olivier. Merci à Pascal et à Patrick d'avoir joué le jeu dans un contexte très contraint par le temps, de nous proposer votre analyse sur ces 4 points et sur ces questions des espaces scolaires. Au tout début de la première soirée, 2 enseignants de CP nous disaient que la question de l'espace, c'était le haut de l'iceberg, et qu'en dessous, c'était la question de la pédagogie, de la relation à l'élève qui était là. Cette soirée nous a encore prouvé qu'elles avaient raison. Vous avez parlé de l'autonomie, de compétences psychosociales, d'éducation intégrale, de sentiment d'appartenance, de collectif chez les élèves comme chez les enseignants, de relations en famille. Et peut-être qu'en termes de conclusion, on peut garder l'idée aussi que le dehors donne des offres ou donne des possibilités qu'on n'arrive pas à développer de manière aussi importante à l'intérieur de la salle de classe, et que peut-être que là, on a un chantier à ouvrir en prenant appui sur vos expériences communes en Norvège et au Canada pour pouvoir investir un nouveau lieu qui pourrait peut-être nous permettre aux enseignants et aux chefs d'établissement français d'accompagner différemment et de développer d'autres compétences chez les élèves qui leur sont confiés. Un grand merci à vous tous pour votre participation. On aurait envie en fait de clore autour d'un petit buffet et puis de quelques verres pour pouvoir trinquer et continuer à échanger de vive voix avec tout le monde. C'est pas possible, mais vous avez la possibilité, si vous voulez, en répondant à Claire, d'appartenir à un petit réseau social qui nous permet de continuer à échanger. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, ça nous permettra de continuer nos discussions passionnantes. On reste tous en contact, on vous souhaite à tous une excellente soirée et encore un grand merci à vous tous d'avoir joué le jeu de cette table ronde virtuelle à distance. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous.